C'est l'heure de la chronique politique avec Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Latifou et bonjour à tous les téléspectateurs. On poursuit notre série de chroniques axées sur la coalition pour le changement. Avec ce matin, les médias, vous avez comme titre médias participatifs pour le développement. Pourquoi déjà ce choix? Médias participatifs, médias pour le développement. Effectivement, hier, mardi 9 avril, nous avions parlé donc, de la coalition pour le changement, parce que tout changement, pour être conduit à terme, doit suivre des processus. Et le tout premier, c'est de s'assurer que les acteurs sociaux, ceux envers lesquels cette action est conduite, que ces acteurs sont en majorité acquis. S'ils ne sont pas acquis, ils mettront les bâtons dans les roues parce que tout changement induit changement d'habitude, changement de vie, changement de niveau, changement peut-être de lieu, changement peut-être de climat. Et quand on parle même de gouvernance, tous ces changements impactent le quotidien du citoyen, de l'individu. Donc, il faut une coalition, il faut que des acteurs disent, nous sommes disposés à accompagner le processus, vaille quelles que soient les difficultés. Voilà, le chef d'État a réussi au Parlement, et ça c'est important, avec la majorité parlementaire, à avoir une ligne de conduite qui a permis de faire passer des lois. Et c'est ça la démocratie libérale, c'est de faire en sorte qu'au niveau du Parlement, il y a un accord de gouvernement, il y a une sorte de gentleman agreement, donc de convention, qui permettent à la majorité parlementaire de rentrer dans la philosophie du gouvernement et l'accompagner par des actions législatives cohérentes et conséquentes. Ça ne rend pas godillot les députés qui font ce travail. C'est ça, dans toute grande démocratie, il n'y en a pas une seule qui ne s'accommode pas d'une majorité. Tant qu'il n'y en a pas, les majorités chutent, le Parlement est dissous et on reprend la plupart du temps. Même aux États-Unis, qui a un régime présidentiel, la majorité parlementaire impacte sérieusement l'action du gouvernement. Quand cette majorité se confond avec le gouvernement, ça marche. Mais quand ils se revoient, ils sont en crise continue permanente. Le président américain a des pouvoirs, a des mécanismes pour contrôler. Mais une crise avec le Parlement, une crise de positionnement, une crise idéologique, une crise de majorité donc avec le Parlement, l'empêche de conduire sa politique, puisqu'il n'aura pas la validation du Parlement. C'est important. Mais qui parle Parlement? Donc, je parle du Parlement. Donc maintenant, il faut aller aux médias. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Oui. Il fallait faire la digression. Là maintenant, on revient au thème d'aujourd'hui, médias participatifs, médias pour le développement. Donc, autant tout processus de changement a besoin d'acteurs politiques, autant il a besoin d'acteurs médiatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans savoir la place de la communication, la place de l'information, la place donc, de l'information dans le processus donc d'explication des formats, des situations. Alors, quelle position donc peuvent ou même doivent avoir les médias pour notamment faciliter ce processus de changement? Évidemment, les médias doivent se dire, non, d'abord, ce n'est même pas les médias. Il appartient normalement à l'acteur qui va induire le changement de rassembler les médias autour de ce format également, autant qu'il a réussi à rassembler le Parlement. Ici au Bénin, on peut dire que sur fond, et c'est ça qui est quand même bizarre, sur fond de normocommunication, le gouvernement a beaucoup plus de distance vis-à-vis des médias par rapport au gouvernement précédent. Si vous comparez la décennie Yahi par rapport aux 3 ans du président Talon, vous vous rendez compte qu'il a beaucoup plus utilisé les médias en termes de contrats de communication. Ça a donné d'ailleurs lieu à des études, à des écrits, à des situations de polémique. Alors le président Talon, à son arrivée, a mis fin à tous ces contrats de communication au nom d'un style inventé par Edouard Locos, le chargé de mission, au nom de la normocommunication. Vous voyez très peu le président dans les médias, vous voyez très peu les ministres dans les médias, vous voyez très peu de meetings en fin de semaine, vous voyez très peu de séances d'explication dans des députés de la majorité. Bref, l'usage abondant que le gouvernement précédent a eu des médias a changé, a se déplacé à un usage intelligent de l'équipe actuelle. Et c'est là peut-être qu'il faut saluer les médias qui, finalement, ont pu s'accommoder et aujourd'hui, beaucoup se sont positionnés, même si les contrats de publicité, même si
les contrats d'action, de communication ont repris par rapport à certains organes, tous ne l'ont pas. Donc, par exemple, regardez une chaîne comme ETélé n'a pas de contrat de gouvernement. Il travaille quand même à une pédagogie. Et c'est là qu'il faut saluer ce type de médias et dire, oui, les médias doivent se positionner aussi. C'est terminé ce moment où les médias sont distants en regardant de loin l'action publique. Les médias doivent se positionner pour ou contre. Quand je dis pour ou contre, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais il s'agit d'expliquer ou non. C'est-à-dire quoi? Avec les formats participatifs, c'est-à-dire les médias participatifs, ce qu'on appelle les médias citoyens, les médias de démocratie, les réseaux sociaux, avec ces médias participatifs, chacun produit l'information à son niveau. Mais quand il produit l'information, c'est que chacun passe. Et les messages qu'il a envie de passer. Si vous passez une mauvaise nuit, vous direz que c'est le gouvernement. Si l'air n'est pas frais, vous direz que c'est le gouvernement. Si vous avez eu quelques malaises parce que vous avez mal consommé la nuit, vous allez dire que c'est le gouvernement. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Et il utilise aujourd'hui les réseaux sociaux et il le dit facilement, tellement que, et ça circule. Si vous avez envie d'inventer une information, vous le faites. Les médias n'ont pas ce droit. Les médias participatifs, oui, même si le code du numérique existe. Ce qui sur les réseaux sociaux est parfois ahurissant. C'est de la désinformation, la mésinformation, la manipulation. Tout ça, c'est que c'est sur les réseaux sociaux. Parce que des citoyens se donnent des libertés que les médias ne peuvent pas avoir. Quand c'est comme ça, vous les médias, vous devez vous donner nécessairement cette capacité donc de produire l'information, mais pas l'information comme avant, de positionner. Donc, par exemple, d'expliquer les formats. D'expliquer, vous devez mettre en place des formats qui expliquent beaucoup mieux l'action des pouvoirs publics. Par exemple, en essayant, par exemple, de justifier ce qui se fait au niveau de télé, par exemple, vous expliquez, vous faites de la pédagogie parce que vous vous dites, mais les pouvoirs publics n'ont pas usurpé leur pouvoir. Le gouvernement n'a pas usurpé le mandat. Le chef de l'État a été élu régulièrement sur la base d'élections démocratiques, libres, transparentes et pluralistes. Le Parlement est régulièrement en place. Le citoyen, on a dit hier, le peuple exerce sa souveraineté, soit directement par le référendum, soit à travers ses représentants élus. Alors, le chef de l'État, dans son mandat 2016-2021, le Parlement, dans son mandat 2015-2019, par exemple, incarne le peuple, incarne la volonté populaire. Et leurs actions sont souhaitables. Leurs actions sont présumées ceux attendus par le peuple, ceux voulus par le peuple, puisque le peuple leur a donné mandat de le représenter. Et comme ces actions se déroulent dans le cadre du respect de notre Constitution, il est normal que des médias se positionnent dans le soutien. Pas un soutien politique, mais dans le soutien à l'action donc d'explication, de pédagogie. Et ce faisant, ils assument leur fonction éducative, parce que les médias, ce n'est pas que pour informer, les médias assurent d'autres fonctions, que ce soit Stözel, que ce soit Albert, et c'est des théoriciens, donc des fonctions des médias. Et donc, ces fonctions, il y a la fonction d'information, la fonction d'éducation, la fonction ludique, par exemple, de distraction. Alors donc, dans la fonction d'éducation, les médias peuvent se positionner pour faire de la pédagogie et expliquer mieux l'action publique à nos populations qui sont envahies par des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, à se relever. Médias classiques, on doit avoir un positionnement différent des médias participatifs, des médias sociaux. On doit avoir un comportement de médias pour le développement. Alors, est-ce que cette position-là ne risque pas d'être perçue comme faisant des médias une caisse de résonance de régime? C'est possible. C'est possible, mais il faut séparer. Le régime, d'abord, quand je vous ai dit, moi j'estime que les pouvoirs publics ayant eu un mandat doivent avoir l'occasion d'expliquer ce qu'ils font. C'est leur droit. C'est leur droit parce que c'est à eux que le peuple a confié la mission. Si on ne les voit pas, s'ils n'expliquent pas, s'ils ne se justifient pas, comment le peuple mandataire va comprendre que ces mandats font le travail à sa place? Voilà.
et les mandants font le travail à sa place. Voilà la question centrale. Donc, ce n'est pas une affaire de se confondre au pouvoir public, c'est une affaire citoyenne. On a le devoir d'explication, on a le devoir de faire en sorte que le peuple ne se retrouve pas totalement distancé. Et là, je vous dirais, vous savez, comme on a dit tantôt, que les peuples exercent sa souveraineté à travers ses représentants élus, entre un moment d'élection et un autre, il y a un temps vide. Tout à fait. Le représentant du peuple, le chef de l'État par exemple, ou les députés, agit. Mais si on ne les suit pas, si nous, mandataires, le peuple, donc, on ne suit pas les mandants, ceux qu'on a mandatés, les mandatés, si les mandataires ne suivent pas les mandatés, comment on va savoir s'ils font le travail qu'on leur a commandé? Mais pour les suivre, il n'y a que les médias. Surtout à un moment où les médias sociaux prennent le pas et publient tout, confusion ou information. On doit repenser. Donc, il ne s'agit pas de relayer les positions, à dire d'être un peu à la solde et sans intelligence, et sans discernement, non. Il s'agit d'expliquer, comme je vous l'ai dit, tant que l'action publique est conforme à nos lois en vigueur, aux us et coutumes en place, pourquoi ne pas faire confiance? Je dis, c'est un mandat que le gouvernement a reçu, c'est un mandat que les pouvoirs publics ont reçu. En respectant ce mandat, je pense qu'on peut rester dans la logique d'explication. Donc, il ne faut pas confondre l'action pédagogique, la fonction éducative, explicative, avec la fonction de substitution. Le gouvernement agit, ce n'est pas les médias, mais les médias expliquent l'action du gouvernement parce qu'ils ont envie que les populations comprennent mieux ce que je fais afin de savoir discerner entre tout ce qu'ils reçoivent dans la journée par les réseaux sociaux et ce que je fais. Alors, Agapit Napoléon Maforigan, est-ce que c'est aux médias de répondre aux affirmations des acteurs? Aux déclarations des acteurs, oui. Non, ce n'est pas le rôle des médias absolument. Mais les acteurs sont dès qu'ils font des déclarations, ils mettent sur le marché des éléments utilisables. Ils mettent des matières premières sur le marché. Et le rôle des médias, c'est d'utiliser les matières premières justement pour faire l'information ou pour assumer leur fonction d'éducation ou bien leur fonction ludique. Lorsqu'un chanteur comme Toronstan, personne chante sur le vote, lorsque Vivi l'International chante sur la paix, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu vas continuer? Non, je ne maîtrise pas trop. Tu dois avoir la voix meilleure que la mienne rock, comme ça. Alors, donc, quand Vivi l'International chante par rapport à la paix, oui. C'est une chanson comme ça qui est venue en 90 et qui est restée pendant longtemps. À chaque élection, on ressort ça. Et Toron, il a voté. Vous connaissez? Oui. Il a voté. Oui, continue. Alors, mais quand il votait, alors donc quand vous entendez ces choses, ouais, ça c'est leur fonction à eux. Et quand eux, ils mettent ça sur le marché, et ils utilisent leur forme de chanteur, d'artiste, donc de manière ludique. La distraction. Mais dans la distraction, il passe aussi des messages. Le rôle des médias, c'est capter ces messages. Donc, je vous l'ai dit, quand j'ai toujours à chanter pour la paix en 90, on a repris ces chansons-là. Et à chaque fois, les médias passent. Voilà la fonction. Donc, elle a mis sur le marché un produit, une matière première, que les médias ont trouvé. Ah, c'est intéressant. Au même niveau, lorsque quelqu'un met quelque chose de négatif sur le marché, on doit le réajouter. Quand des acteurs sociaux, donc des citoyens, mettre ce que les gens disent dans leur chambre, les médias ne les critiquent pas. Ce qui est dit en intimité, on ne les sort pas. Ce qui est dit dans les amphis, tant que ça reste comme des échanges purement scientifiques ou entre étudiants, tant qu'il n'y a pas de scandale là-dessus, ça reste des cours d'amphi. Mais une lettre ouverte, par exemple. Une lettre ouverte, par exemple, n'est plus, c'est un produit social.
C'est déjà sur le marché, c'est une matière première. On dit lettre ouverte. Une lettre, normalement, elle n'est pas ouverte. Elle est fermée. Vous voyez que c'est des systèmes, c'est au niveau de l'évolution, une lettre adressée par quelqu'un à quelqu'un. Normalement. Tout à fait. Ou sinon, alors c'est une tribune ou une opinion libre. Quand on dit une lettre ouverte, en réalité, c'est qu'on interpelle par voie de médias, on interpelle de manière publique une autorité, on dit que c'est une lettre ouverte. C'est une image. Mais une lettre adressée par quelqu'un à quelqu'un, par des canaux appropriés. Et à mon avis, les médias sont le dernier endroit où on peut envoyer une lettre à quelqu'un. Autrement, c'est plutôt une tribune. Donc, on rend public une position. Alors, dès que la position est rendue publique, les médias peuvent le décortiquer. Alors, si vous parlez de lettre ouverte, si vous voulez faire un clin d'œil à la lettre ouverte donc de Victor Président Topano, par exemple, quand vous regardez dedans, il y a alors qu'il apprécie la gouvernance talon de sa position, c'est son problème, c'est son droit, comme je l'apprécie, comme je veux. Chacun dans sa manière de voir les choses, il n'y a pas de souci. Mais qu'il fasse déjà certains types d'affirmations, j'ai entendu situation pré-insurrectionnelle. Je le lis, je dis, mais c'est dangereux. C'est vraiment, c'est beaucoup de quand ça sort à ce niveau-là, les populations disent, mais c'est quand même le professeur Topano qui l'a écrit. Parce que quand on regarde le professeur Topano et un chroniqueur, on voit une différence. Mais le professeur Topano doit en tenir compte. Quand il sort, il est libre, sans doute. Il est franchement libre. Mais si on s'assoit pour analyser les conditions d'une situation qu'il appelle pré-insurrectionnelle, je ne pense pas qu'il puisse avoir des éléments. Parce que lui, il est mal placé pour le dire. Lui, il n'a pas les renseignements. Lui, il n'a pas les leviers de l'État. Il est à l'université. Lui, il pense que c'est ça. Mais pourquoi il pense que c'est ça? Il peut aller aussi loin en évoquant une telle situation. C'est qu'il dramatise une situation normale à laquelle on est habitué. Est-ce que ce n'est pas un appel? On peut analyser ça comme un appel tacite, comme un appel discret, un appel voilé à l'insurrection, justement. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais on peut le penser et il ne peut pas en vouloir à celui qui le pense, qui pense ainsi, d'avoir traversé sa pensée parce qu'il aurait dû utiliser des mots ou des expressions convenues. Donc, dès lors, on peut et on doit expliquer que si l'application de nos lois votées doit être perçue comme des situations, des conditions favorables à des situations pré-insurrectionnelles, c'est qu'il faut qu'on aille repenser toute notre démocratie. Puisque notre démocratie est fondée sur la primauté du droit, l'état de droit et la démocratie, donc sur la primauté du droit. Et ce droit prend sa source dans notre constitution du 1990, qui elle-même a créé des institutions, qui elles-mêmes sont en place illégalement, qui elles-mêmes prennent les actes dont on parle. Alors, si avec tout ce processus, on en arrive à ce que Victor Président Topano a écrit, c'est qu'il faut repenser tout. On ne peut pas vouloir une chose au contraire. On ne peut pas se jeter dans l'eau et dire je ne veux pas, non, moi je ne veux pas être mouillé. C'est être totalement en désharmonie avec soi-même. C'est être en incohérence avec soi-même. Donc, il est du devoir des médias, comme je vous l'ai dit, positionnés dans l'approche du développement. Il est du média de devoir, donc de relever ces choses en disant, mais il y a un danger à lire des choses comme ça. Il y a un danger à mettre les choses sur le marché public à partir du moment où on peut le penser individuellement. Quand on le fait avec la statue qu'on a, ancien ministre, donc ancien ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, conseil technique juridique du président de la République, professeur, maître assistant, donc professeur d'un certain niveau, on est une personnalité. La voix qu'on porte est une voix sérieuse. Tout ce que cette voix sort doit être réfléchi. Parce que tout ce qui écoute lui donne du crédit. Donc, vous comprenez que cette fonction des médias, cette fonction éducative, doit être, comme je vous l'ai dit, doit être renforcée lorsque l'information pleut de partout. Lorsqu'elle pleut de partout. Si c'était avant, il y a 10, 15 ans, la lettre ouverte n'aurait pas eu tant d'écho. Mais aujourd'hui, vous pensez, vous l'écrivez, vous postez vous-même. Et après, pas jeu de transfert, mais tout de suite, en moins d'une heure, 500 000 personnes, 1 million de personnes, 2 millions, 10 000 personnes sont impactées.
Mais si ce que vous dites est approximatif, comme c'est écrit dans ces... Je dis, moi, les positions politiques prises par un citoyen, comme le posait Topano, dans sa lettre ouverte, moi, je ne suis pas au gouvernement, et je ne suis pas le chef de l'État. Donc, il est libre, au regard de nos articles, justement, dans nos législations, de nos textes en vigueur, il est libre de penser ce qu'il pense. Mais quand il fait des affirmations, surtout de manière qui ont un contenu, qu'on parle d'insurrection, de situation insurrectionnelle, de situation pré-insurrectionnelle, c'est qu'on crée des conditions à des choses qu'on ne peut pas justifier. Voilà, donc, c'est ça qui constitue la gêne. Donc, autant ce que dit le FONAC, avec son président Jean-Baptiste Elias, par rapport aux élections, par rapport à ce qui se passe. Ensuite, ce que dit Victor Topano, tout ça, en tant que citoyens, ils sont libres de le dire. Mais si derrière l'autre, le président Elias dit qu'il intervient en tant que président du FONAC, le citoyen lambda, les médias justement, peuvent interpeller le FONAC en disant, mais au fait, c'est où la source de ce que vous dites? C'est de votre imagination ou c'est ça la réalité? On n'est pas en dictature au Bénin, notre parlement n'est pas monocolore et le processus se déroule selon les textes et les lois en vigueur. Donc, il faut faire le débat. Et c'est pour ça que les médias pour le développement doivent être justement à l'avant-garde de ces questions. Ce n'est pas des médias d'État. Ce n'est pas des médias du Patrice Talon. Ce n'est pas des médias, disons, d'un clan. C'est des médias citoyens. Mais comme il y a les médias citoyens, comme les réseaux sociaux, on peut dire donc que c'est les médias pour le développement qui sont dans l'approche explicative, dans l'approche pédagogique d'expliquer les choses pour que tout fonctionne normalement. De là, une question pour pratiquement un peu allonger un peu la digression, avant de revenir essentiellement sur les médias. J'ai l'impression, après votre longue explication, que la coalition pour le changement a aussi besoin des gens de la doctrine, finalement. Absolument. Comme je vous l'ai dit, a besoin de tous les acteurs de la société. Et les gens de la doctrine, non. Vous savez, la doctrine, c'est quoi? C'est la transposition en pensée scientifique, presque dogmatique. Je dis presque, je peux me justifier ailleurs, presque dogmatique, du vécu, de l'action publique, de l'observation, qu'un sachant fait des situations. Je parlerai des couleurs et des caméras. Et je mettrai ma doctrine en faisant des affirmations fortes, en vous disant, ne faites pas ça. Parce qu'en faisant ça, ça nous conduit inexorablement dans ça. Et pas, donc, je remonte à l'histoire. Et l'homme politique reprend la doctrine, lit, et trouve des éléments de gestion qui peut traduire en loi ou en règlement. Et le spécialiste de la doctrine, donc l'homme des sciences universitaires, reprend, ou le chercheur, reprend l'action et la traduit encore, l'analyse et se projette dans l'avenir. Donc, c'est une action en aller-retour. Oui, le changement a besoin des gens de doctrine et c'est important pour eux, pour leurs enfants et pour le bien du pays, pour le développement et durable. C'est important pour eux de se positionner clairement et de ne surtout pas faire les deux. La confusion entre le chercheur et l'homme politique est tellement exacerbée qu'on se perd dans tout ça. Et ça a comme solution, résultat, d'embrouiller les populations. On ne sait pas qui parle. On connaît le nom, mais on ne sait plus qui il est. Il devient hybride. Voilà. Voilà. Est-ce que, pour l'instant, vous avez l'impression que quand la doctrine s'exprime, ce n'est pas toujours pour aller justement dans l'embrouille ou carrément pour s'opposer? Non. Pas vraiment. Ceux qui écrivent les articles scientifiques, la pensée, les livres spécialisés, ne le font pas par rapport à un gouvernement. Et il faut par rapport à une observation des faits sociaux, des dynamiques sociales, des jeux d'acteurs. Eux, ils analysent comme ça. Mais ce faisant, ils touchent les choses. Ils touchent la matière. Gérée politiquement
par les pouvoirs publics. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un aller-retour. Donc, il n'y a pas de... Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ça. Alors, est-ce qu'actuellement, les médias jouent leur rôle en ce qui concerne la concrétisation du programme d'action du gouvernement? Oui, non. Les médias ne sont pas au gouvernement. Donc, les médias n'ont pas un rôle par rapport au PAG. Mais des médias peuvent se donner la mission, comme je vous l'ai dit, d'explication. Et donc, le programme d'action du gouvernement étant un programme du gouvernement de la République, pour le développement de la République, de l'État, il est normal que certains se disent, ah, nous on va suivre ce PAG et en décliner l'évolution. Et parfois, interpeller le gouvernement sur le non-respect de tel engagement, tel engagement. Donc, oui, le PAG mérite d'être suivi, d'avoir effectivement autour de lui une coalition d'hommes et de femmes vertueux, de médias vertueux, pour mieux impacter le développement. D'accord. Alors, Agapit Napoléon, la marge entre la propagande et l'information, où se trouve-t-elle? Non, ici, on n'est plus réellement dans l'information. On est dans l'explication du message. C'est-à-dire que l'offre aujourd'hui des médias classiques dans l'environnement des médias participatifs doit comprendre désormais une partie, en tout cas à ma compréhension, en termes de consultant en communication, en médias et communication, c'est important, c'est pas qu'en consultant en médias et communication notamment, j'ai plus les casquettes, mais dans le cadre donc du développement d'un format média-communication, il y a nécessairement une adéquation au niveau, à une adéquation à faire au niveau donc de l'offre de format. Le format doit donc intégrer l'information. L'information en tant qu'élément de base, matière première de toute activité journalistique, médiatique. Mais ensuite, il y a l'explication de l'information. Parce que ça, c'est important dans un pays comme le nôtre, où l'analphabétisme est à un niveau élevé et où les réseaux sociaux ont pris le pas. Vous savez, avant, quand la radio dit, nos populations disent, ah, c'est dit à la radio. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui croyait à la radio comme on croit à l'évangile. Parce que quand la radio a dit, elle n'imagine pas que la radio puisse dire autre chose. Que ce qui est dit à la radio puisse être faux. Or, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la nouvelle réalité impliquée par le numérique et le développement du numérique et donc de ces formats sociaux font que la nouvelle dynamique fait qu'il faut adapter en disant oui, ce qui se passe sur nos Android et autres, c'est une sorte de liberté du citoyen à communiquer. C'est une expression de sa liberté de penser, liberté d'écrire, liberté d'agir. Mais ça ne coïncide pas toujours avec ce qui doit être dit. Parce que l'individu s'exprime différemment quand il s'agit de lui-même ou quand il s'agit de l'action publique. Quand il incarne le public, quand il incarne l'autorité publique, l'individu parfois s'oublie. Il doit se fondre dans l'autorité pour pouvoir incarner effectivement les actions entrant dans le cadre donc, de celle des pouvoirs publics. Donc vous voyez déjà, il y a une sorte de séparation entre les deux formats. Il y a quand même que cette nouvelle posture-là fait que les médias vont perdre ce à quoi ils tenaient, c'est la distanciation. Non, écoutez, quelqu'un demande aux médias probité. L'autre a dit, je n'attends pas de vous d'objectivité, j'attends d'honnêteté. Il ne s'agit pas de mentir aux populations. Il ne s'agit pas de se substituer au gouvernement. Il s'agit d'expliquer. Par exemple, quand j'écoute Jean-Baptiste Elias, parce que je vais prendre Jean-Baptiste Elias, par exemple, dire depuis quelques jours, président du FONAC, dire que, voilà, ceux qui ne respectent pas la loi demandent qu'on respecte la loi. Alors, lorsqu'une personnalité comme ça dit des choses de cette gravité, en tant que média, on a le devoir de dire, ah, mais de quoi il parle? Il parle de déclaration de patrimoine. Mais la Cour constitutionnelle a reconnu qu'une fois les déclarations faites, il n'y a plus matière il n'y a plus sujet
sur la question. C'est-à-dire que les gens doivent déclarer dans un temps donné. Ils ne l'ont pas fait. Mais après des injonctions, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, la loi est respectée ou la loi n'est pas respectée. Peut-être qu'il va falloir prendre des nouvelles mesures pour que, soit législative, soit sociétale, soit gouvernementale, réglementaire, pour que les lois soient mieux respectées dans le délai les prochaines fois. Mais on ne peut pas stigmatiser à la longueur du temps en disant que eux ne respectent pas. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas parce que moi j'ai brûlé un feu que je dois encourager celui qui a brûlé l'autre qui brûle le feu. Si je brûle le feu, on ne m'arrête pas. Tant mieux pour moi, tant pis pour la société. Mais en exigeant que l'autre respecte le code, ça veut dire quoi? Que je me mets déjà dans une position citoyenne. Il appartient à la police de me guetter, de me surveiller, de m'arrêter. Si je ne suis pas suffisamment conscient pour savoir qu'en demandant à l'autre de respecter le feu, moi-même je dois le faire, les pouvoirs publics sont là pour me le rappeler. Donc, dire que parce que les autres n'ont pas respecté la loi, on ne peut pas demander aujourd'hui que la loi soit respectée, mais c'est pas. Ça fait bizarre. Surtout quand ça vient de la société civile, avec d'une certaine société civile, par exemple. Alors, quand on explique ça, est-ce qu'on ne voit pas la distancialisation? C'est une distancialisation. On va dire, mais pourquoi vous ne laissez pas les acteurs même répondre? Non, on ne peut pas. On a une fonction aussi d'éducation. Et cette fonction éducative est importante et il faut l'assumer. En tant que citoyen, en tant que patriote, on a la fonction. Donc, au lieu que des mises en cause viennent se ouais, il faut dire que dans la tête de la population, on dit non, ce qui a été là est erroné, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a violé la loi qu'on ne l'a pas sanctionné, qu'on doit faire l'apologie de la violation des lois. Ce n'est pas possible. Quand j'entends dire que le Bénin est dans une situation, qu'il y a une dictature au Bénin, mais c'est ahurissant. Mais déjà dans une dictature, celui qui dit ça ne peut pas le dire. Or, il le dit, il circule librement. Mais il le dit, et lui-même sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. La dictature impose un pouvoir personnel. Un pouvoir d'abord imposé. La dictature, il n'y a pas de séparation nette du pouvoir. Le mode de dévolution du pouvoir n'est pas aussi ouvert. Or, depuis 1990, toutes les élections se sont déroulées dans les délais. N'est-ce pas? Mais il y a parfois des situations. Mais les élections se déroulent normalement. L'alternance se déroule normalement. Mais comment on peut parler de dictature? La dictature déteste, oui, il le faut. Le laxisme, il faut y mettre fin. Alors donc si on confond le respect, l'appel à la dictature des textes, quand politiquement vous ne vous entendez pas, la force doit rester à la loi. Force reste à la loi. Et j'ai dit, notre constitution constate la primauté du droit. Mais le droit, c'est la loi. C'est la loi qui, on dit, le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme sa force en loi. Et l'obéissance en devoir. Donc, la force ne peut pas résulter d'autre chose que de la loi. Mais la loi, une fois votée, doit être s'appliquer. Doit laisser de laisse. La loi est due, mais c'est la loi, disent les gens. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on également. Donc, quand vous dites on est dans une dictature, ça c'est votre lecture. Mais quand vous incarnez une certaine autorité, même civile, morale, et vous le dites, il y a aussi des devoirs des médias qui se positionnent dans le développement, sur la question du développement. Je dis, là, ce monsieur qui dit ça ne dit pas la vérité. Avant même si on veut être élégant, on dirait comme Bruno Moussou, il fait économie des vérités. Et quand on veut être brut, on dirait qu'il a menti, qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas responsable. Vous voyez? Mais il est libre de penser, lui. Mais en l'expliquant, c'est qu'il n'aurait pas expliqué les formats. Enfin, pas format, il n'aurait pas dit la chose. Parce que nous sommes dans un régime sérieux où le président Talon a gagné son pouvoir sur la base des élections régulières de 2016. Notre Assemblée nationale a été mise en place en 2015 régulièrement. Les institutions de la République fonctionnent régulièrement. Où est le problème de la dictature ici? Pourquoi certains sont obligés de salir le pays? Donc, c'est là que vous comprenez que nous avons, les médias, ont un rôle de positionnement citoyen. Et ce rôle, il faut l'assumer. Franchement, on n'a pas besoin d'être accompagné, avec d'être payé, je veux dire, pour ça. Parce que dès que vous prenez la position, non, on les a déjà payés, oh, ils ne sont pas, oh, on a honte pour eux, on a honte de eux. Mais comme si des gens doivent vous tenir votre pensée à vous. Des gens disent des approximations.
fait contre fait, il doit arriver. Quand on revient ces questions-là, normalement, le citoyen doit inviter ces acteurs-là à les débattre ensemble. Et quand on les invite à débattre ensemble, les acteurs ne doivent pas se dérober. Et donc, fait contre fait, on leur prouvera qu'ils sont dans la négation de la réalité. Donc voilà, la mission également des médias, c'est cela. C'est de dire ce qui est réellement. Donc, le fait est là. Chacun voit peut-être le fait du côté où il se situe. Mais dans le décryptage du fait, il faut faire preuve de probité, de loyauté envers la République et d'honnêteté. Et là, comme je le dis toujours, les choses là, quand on les explique ici, on met au défi quiconque de venir dire le contraire. Tout est relatif, c'est vrai. Mais, oui. Avant la notion même de l'explication, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le rapport que les médias entretiennent avec certains éléments de la société, notamment la société civile, ce qu'on appelle société civile? J'ai l'impression qu'ils ont trop de place et justement, on les entend même dans l'approximation, comme vous le dites. Non. Vous savez, effectivement, depuis 1990, on a accordé beaucoup de place à ce qu'on appelle la société civile. Mais vous vous rendez compte que le temps faisant, c'est nous, c'est les mêmes Béninois, cette société civile, beaucoup parmi ces éléments de la constitution, se transforme en militants. C'est des sociétés, c'est des groupes de pression politique. Et il y en a même qui l'utilisent pour leur position sociale. Il y en a qui ne voient plus leur vie en dehors de ces choses-là. Ils ne peuvent pas vivre une journée sans être président de quelque chose, sans être membre de quelque chose. Et donc, ils sont obligés de faire pression sur les pouvoirs publics pour recevoir en retour des prébendes, par exemple. Et quand le gouvernement ne marche pas, ça les énerve, par exemple. Ensuite, il y en a qui utilisent leur position pour faire passer des messages politiques. Donc, c'est vrai que les textes de la République ont accordé beaucoup de place à la société civile, parce que justement, au sortir de la conférence nationale, la société civile a joué un grand rôle. La société civile a accompagné le processus de démocratisation. La société civile a aidé à asseoir la démocratie. Mais, chemin faisant, on se rend compte que une certaine société civile a commencé par dévoyer ce qui doit l'être. Ensuite, je suis de ceux qui pensent que sur les questions de gouvernance, on n'a pas besoin de société civile. Je le dis tout simplement parce que nos textes sont tout prévus. Les pouvoirs, les contre-pouvoirs et les mécanismes de recours lorsque on a l'impression que ces droits sont violés. Dès lors, dans un système de liberté de presse, de séparation nette du pouvoir, de création des autorités administratives indépendantes, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir une injonction. Quand je prends par exemple le FONAC, dont le président fait des choses de ce temps-ci par exemple, mais qui n'échappe à personne, c'est le même président du FONAC qui est le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais à l'autorité nationale de lutte contre la corruption siège un membre des organisations de la société civile qui travaille sur le domaine de la gouvernance. Alors donc, le président Elias, par exemple, il représente les organisations de lutte contre les organisations qui font la promotion de la gouvernance. Il les représente à l'ANLC. Mais au même moment, il est encore président du FONAC. Ça pose quand même, il est président de l'ANLC, représentant des organisations de la société civile et actif dans le domaine de la bonne gouvernance. Au même moment, il est président du FONAC. Alors, on ne sait pas qui agit, parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes statuts. L'ANLC est une institution légale de la République. Le FONAC est une organisation de la société civile. Alors, quand la même personne incarne les deux, ça crée une confusion. Donc, voilà ce qui est important à dire. Parce que lorsqu'un agent public dit que c'est la dictature chez lui, sur une radio internationale, ça pose un problème. Parlement monocolore, ça pose un problème, quand même. Et les médias, à mon avis, ont le rôle, la fonction, dans leur fonction éducative, de corriger ça. D'abord, l'agent public doit avoir des réserves. L'agent public doit avoir des réserves. Et maintenant, c'est vrai que vous avez d'autres statuts, mais il faut que les faits que vous dénoncez soient des faits réels, concrets. Mais quand on parle du Parlement monocolore, qui peut savoir? Regardez la Commission électorale nationale autonome. Beaucoup parlent aujourd'hui de la Sénat comme si c'est le petit talon qui a désigné les membres de la Sénat. Mais la Sénat, c'est majorité opposition.
L'Assemblée désignée en 2014, la configuration de l'Assemblée en 2014 n'est pas la même aujourd'hui. Il est arrivé que l'Assemblée, alors qu'elle était équilibrée au départ, se retrouve dans un camp, absolument un camp. En 98, au moment où on renouvelait la Cour constitutionnelle, alors que quand Kérékou est arrivé au pouvoir, il n'avait pas tout le Parlement acquis à sa cause. Il est arrivé au pouvoir en 96, alors que le Parlement a été renouvelé en 95. Alors, en 98, le Parlement était pratiquement monocolore. La désignation des membres de la Cour constitutionnelle en a pris un coup. Et rien ne s'est passé. Le pays a tourné normalement. En 2011, le Parlement était pratiquement monocolore. C'est-à-dire que sur les 5 listes qui ont pu avoir des sièges, pratiquement l'issue alliance de listes, pratiquement les 2 tiers étaient acquis au président Boniaï en 2016, en 2011. Et pourtant, la démocratie, il y a eu alternance 2 ans après. C'est pour dire quoi? Et un an après, il y a une alternance. Un an après. Non, en 2011. Un mandat après. Le chef d'État avait pris 2 tiers, mais il n'a pas réussi à faire la refondation de la République qu'il attendait. Donc, ce n'est pas si évident. Les députés peuvent se retrouver, comme dit Alidon Mbedi, notre Parlement est un Parlement à géométrie variable. Et cette géométrie variable fait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, c'est un Parlement monocolore, non, c'est un Parlement bicolore. Quand le chef d'État a une majorité au Parlement, je pense qu'il y a un problème de culture démocratique. Si vous avez une bonne culture démocratique, vous saurez que si le chef de l'État a une majorité, cherche une majorité au Parlement. Ici au Bénin, aux États-Unis, en France, en Allemagne, c'est de bonne guerre. C'est normal. C'est l'autre qui n'est pas normal. C'est que le Parlement soit en minorité par rapport au gouvernement. C'est ça qui n'est pas normal. Donc, il faut une culture démocratique pour savoir ce qui doit être. Donc, quand vous écoutez les choses, vous êtes ahuri. Vous avez le devoir de rectifier, de ramener les choses à l'endroit. En tant que média. Que cette fonction éducative est importante. Est importante dans l'action des pouvoirs publics, dans l'action des médias par rapport au pouvoir public. À vous entendre, on a l'impression que les médias pour le développement, ce sont les médias qui ont de contrats, qui sont engagés dans une dynamique de communication avec le gouvernement. Et ceux qui n'ont pas de contrat, alors? Non. Faire un choix d'explication, de pédagogie n'est pas nécessairement être en ligne de communication, en lien de gestion d'image politique avec le gouvernement. C'est un choix éditorial. Et je pense que nos pays africains, je vous l'ai dit, les populations sont analphabètes pour la plupart. L'intelligentsia elle-même n'est pas aussi cultivée. Tout le monde veut commenter, par exemple, l'actualité politique. Tout le monde veut commenter les lois, mais tout le monde n'a pas le talent. Parce que tout le monde ne connaît pas. C'est des matières techniques, un peu trop, parfois. Les gens ne veulent déjà pas lire. Merci. Donc, du coup, je prends la fonction d'information ou d'éducation des médias, doit les obliger parfois à faire de la pédagogie. Je parle de la pédagogie, je ne parle pas de la propagande. Je parle de la pédagogie. Donc, faire de la pédagogie, ce n'est pas faire de l'action de communication. On peut bien faire de la pédagogie sans recevoir des prébendes ou être en contrat réel avec le gouvernement. Je pense que la télé s'incarne dans cette dynamique par ailleurs. Donc, on n'est pas nécessairement lié. Médias pour le développement, ce n'est pas nécessairement lié à une affaire. C'est que le promoteur de l'organe est conscient qu'il explique, qu'il veut faire de la pédagogie, de l'explication, de l'accompagnement technique de l'activité. Mais aussi critique. On peut faire l'accompagnement technique, on peut faire l'accompagnement critique. Donc, on a la liberté éditoriale, mais on choisit de faire une certaine pédagogie pour ne pas céder la voix, la place à des gens qui savent franchement vendre l'illusion, vendre leur matière première qui est l'illusion. Alors, est-ce qu'on peut toujours avoir des médias qui ne s'engagent pas? Et bien sûr. À partir du moment où c'est un choix éditorial, c'est tout à fait normal que des médias ne s'engagent pas. Ils ne sont pas obligés. Mais moi, j'explique le concept pour dire qu'il existe face à des médias citoyens, face à des médias participatifs, induits par les réseaux sociaux, c'est normal qu'il y ait une sorte de repli classique, repli des médias classiques sur de nouvelles fonctions, de nouveaux formats qui mettent à la disposition des téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs. Donc, oui, il y en a qui n'ont pas
Le choix, et quand on regarde autour de nous, au Bénin ici, tout le monde n'est pas en partenariat avec tout le monde. Donc il y en a qui ne le sont pas, tout simplement parce que soit ils ne sont pas prêts à y aller, soit on ne les a pas approchés. Donc, médias pour le développement et médias, non, c'est pas tout le monde qui est obligé de faire cette option-là. Est-ce que vous êtes responsable d'une presse? Est-ce que c'est viable, cette position-là, cette posture-là, l'accompagnement technique? Oui, comme je vous ai dit, c'est des nouvelles manières, c'est des nouveaux formats, c'est des nouveaux modes de fonctionnement, c'est des nouvelles ressources qu'on met à la disposition des téléspectateurs, du public. Donc, c'est normal que certains doutent. Non. Vouloir faire de l'accompagnement est un choix éditorial. Après, quand le choix, vous êtes un organe, quand vous êtes une télévision publique commerciale, vous avez besoin d'exister. La télévision publique commerciale fonctionne. Mais c'est l'offre éditoriale, c'est l'offre du contenu qui change dans notre schéma. Voilà, merci beaucoup Agapit Napoléon Maforika. Nous sommes au terme de votre chronique de ce matin. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi.